Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien sur l'heure à laquelle vous allez du coup consulter cette petite vidéo. Donc on se retrouve sur le format vidéo des analyses hebdomadaires. Le but est de dynamiser le tout, de condenser entre 5 à 10 minutes suivant les sujets qu'on va aborder. Et pour ceux qui sont un petit peu soit lassés parce que c'est vrai que c'est des textes assez condensés, soit qui préfèrent justement avoir un peu plus de visuel, ce format est fait pour vous. Donc voilà, au niveau des news de la ICA, vous l'avez vu au niveau de cette analyse, on a été très peu exhaustif sur la structure juridique. C'est encore des sujets qui sont en cours. Par contre, on a bien appuyé sur le retracement du Bitcoin. On va en reparler aujourd'hui sur cette petite analyse, la situation géopolitique et la situation macroéconomique. Par extension, au niveau de l'IKNK, gros travail de fond sur le réseau social Neoni, on vous présentera peut-être dans les prochaines semaines. La version 2 de Neoni d'ailleurs sera délivrée lundi prochain. Donc ça nous permettra de pouvoir vous montrer un petit peu comment elle fonctionne et que vous compreniez les raisons pour lesquelles on travaille avec Neoni. Déjà, d'une part, il nous aide à avoir un petit peu de visibilité sur notre travail et nous, on les aide sur notre partie investissement et sur tout ce qu'on peut délivrer en termes d'information, de formation et d'expertise. On vous le partage pour une raison très simple, c'est que plus on évoluera sur tout l'aspect rétributif des manœuvres commerciales qu'on met en place, plus on aura la possibilité de vous offrir des services de qualité, des produits de qualité, de l'accompagnement de qualité, des intervenants de qualité, etc., etc. Donc le but étant vraiment de pouvoir mettre de la lumière sur ce qu'on fait, parce qu'avant d'être des investisseurs, on est aussi des entrepreneurs, et au bout d'un moment, on a besoin d'une certaine visibilité pour pouvoir réinvestir dans nos produits et de vous offrir le meilleur en termes de qualitatif. Ce qui est aussi intéressant, c'est on nous avait demandé de délivrer une masterclass sur l'investissement, chose qui a été faite. Et par la suite, on nous a demandé de créer plusieurs modules de formation donc qui couvriront l'ensemble des thématiques d'investissement, avec bien évidemment un zoom sur nos spécialisations qui sont la blockchain en l'état, le trading aussi, et les micro-capitalisations, là où justement on a une spécialisation à mettre en avant. Et bien évidemment, les nouveaux services qui viendront composer les nouvelles offres qui accompagneront la structure juridique qui est en train d'être mise en place. Au niveau des business externes, vous avez vu, on l'a résumé en 3 lignes. Ce qu'on voulait vous montrer, peut-être vous le remontrer, vous donner un petit peu de contexte sur le backtest en cours sur notre solution Forex. On ne vous a pas encore présenté les traders, ils sont 2. Dont un qui a travaillé à Wall Street et l'autre qui est son apprenti, mais qui a un niveau d'analyse, un niveau de compréhension de marché qui nous a vraiment séduit. Forcément, étant donné que on est de base des paranoïaques dans le monde de l'investissement, on ne va pas déployer un produit sans avoir fait des backtests dessus et sans y avoir risqué nos propres fonds, ce qui est le cas sur ce service. Donc là, on a une période de trading qui est aussi du 8 avril au 24 avril, à savoir que la semaine dernière, il n'y a pas eu de trade. Ils reprendront, pensons, la semaine prochaine. Et là, on a été très insistant, c'était sur le risque. Donc là, on est sur un drawdown maximum. Donc ce qu'on a négocié, c'était un drawdown maximum d'1%. On l'a dépassé 1,52%. Donc là, on est encore en backtest. Donc on va faire le point avec eux. Surtout vu la situation économique et la macroéconomie. La situation géopolitique et la macroéconomie qu'on a actuellement. D'ailleurs, on y reviendra. On reviendra dessus sur l'analyse en cours. Et je vous laisse observer un petit peu les statistiques. On a vraiment mis le point sur la sécurité avant la performance. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. On est sur un drawdown ici de 1,52%. On voit une espèce de médiane autour des 1,10-1,15%. Les profits, on les a anonymisés pour ne pas forcément que vous voyez les liquidités, surtout que vous puissiez parler en termes de pourcentage. Là, vous voyez bien qu'on a une ligne de growth, donc d'évolution et d'equity qui sont en adéquation, ce qui signifie tout simplement qu'il y a un drawdown qui est très faible et que les positions qui sont engagées ne sont pas à risque. Je vous laisserai le consulter, bien évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les partager.
L'history, on l'a peut-être anonymisé aussi, les open trades également, mais vous avez tout ce qu'il vous faut à ce niveau-là sur une performance au mois d'avril à 0,5%. C'est très très bien, surtout sur les marchés de l'or, mais lorsque justement on vous présentera les traders et vous expliquerons avec beaucoup plus de parcimonie la stratégie qu'ils ont mis en place et celle qu'on va délivrer pour l'IKNK. Et derrière on vous expliquera un petit peu tout ce qui s'en suivra, mais c'est pas encore d'actualité. On va encore laisser passer quelques mois, peut-être un trimestre, avant de mettre le produit sur le marché. Alors côté macro-finance, on a la croissance du PIB des États-Unis qui a ralenti pour atteindre un taux annualisé d'1,6% avec une inflation principale du PCE qui se maintient à 2,8% avec un glissement annuel en mars, donc ce qui était en adéquation avec les projections de la Réserve fédérale qui permettait de maintenir le cap vers des baisses de taux plus tard dans l'année. À savoir que les baisses de taux qui avaient été anticipées sur cette semaine via le discours de Powell n'ont tout simplement pas été actées. Et derrière, on va s'attendre peut-être à avoir d'autres baisses de taux plus tard dans l'année. Alors, maintenant, on va parler du sujet qui fâche, le retracement sur le Bitcoin. Alors, là, on est en daily, on va peut-être se mettre en 1 heure pour que ce soit un petit peu plus parlant. Voilà, bon, j'espère que vous voyez bien mon écran, vous voyez toujours les mêmes indicateurs qui sont... Alors j'ai rajouté le RSI parce qu'on avait eu une divergence RSI que je trouvais intéressante parce qu'elle était en adéquation aussi avec notre QQE mode. Le QQE mode, vous allez très 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 souvent l'entendre pour le redire et le répéter si vous venez d'arriver. C'est l'un des outils principaux d'analyse qu'on utilise parce qu'il concatène plusieurs principes de trading entre le volume, le momentum et les impulsions tendancielles. Et bon, en fait, on a beaucoup d'informations entre le QQE mode et le super trend que vous voyez ici. Le super trend, il est... Alors comme ça, il fait un petit peu anodin, mais il est beaucoup utilisé en banque parce qu'il se base aussi sur des moyennes mobiles. Et lorsqu'on consolide les deux, on a des informations qui sont quand même assez intéressantes. Je vais vous donner un exemple si j'en trouve un. Allons-y, je pense qu'on a là ici l'exemple le plus parlant si on est en daily. Donc notre QQE mode nous avait indiqué deux confirmations. Déjà une bougie en sell le 19 mars 2024, donc bien avant le retracement. Cette bougie, on oscillait entre 62 et 67 000. Et depuis le 19 mars, on est en sell. Pour une raison simple, c'est que déjà au niveau de la super trend, c'est le petit sell que vous voyez ici. On est sur un momentum baissier. Et aussi au niveau du QQE mode, encore une fois, qui concatène du RSI, du MACD, etc. On a une bougie rouge. Bougie rouge plus le sell plus la ligne tendancielle qui est au rouge, c'est un signal de vente. Donc depuis le 19 mars, on est en vente sur le QQE. Et si derrière vous tracez un Fibonacci, si vous tracez d'autres lignes tendancielles, si vous confirmez avec les bandes de Bollinger ou si vous allez récupérer des zones de liquidité, c'est juste d'autres confirmations qui viennent renforcer un petit peu le sentiment baissier qui nous avait été donné par notre QQE. Ce qu'on peut dire d'autre au-delà de ce qui a été écrit sur l'analyse hebdomadaire, donc on l'avait écrit le 22 avril, que le marché avait un intérêt à liquider les vendeurs et que le but c'était justement de chasser un petit peu ceux qui avaient FOMO sur les bad range via les tensions géopolitiques. Donc ce qui se passe au Moyen-Orient était une bonne excuse pour ouvrir des sells, mais le marché est là pour capturer des liquidités. C'est comme ça d'ailleurs que les market makers se rémunèrent, hein. C'est pas forcément en vous faisant perdre de l'argent, mais c'est en exécutant des positions. Et plus il y a de liquidités sur le marché, plus on va créer des imbalances. Et derrière, les imbalances vont être sont un petit peu comme des aimants à impulsion. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On va repartir, on va peut-être aller en 4 heures, parce qu'on a essayé de découper, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses depuis le début de la semaine. À partir du 1er mai, donc c'est là où on a commencé à enclencher la tendance baissière, mais ce qui était bien, c'est qu'on avait tenu le support,
ici. Donc le maintien du support, mais on restait dans un mouvement incertain parce qu'on était... on gardait une tendance haussière sur des unités de temps à long terme, donc en daily ou en weekly, ou même en 12 heures, mais on avait justement une tendance en daily qui pouvait nous pousser au moins sous les 59 000, chose qui a été faite, et une surperformance de l'ETH, ce qui pouvait indiquer un optimisme pour les altcoins. On en reparlera juste après, je vais vous montrer 2 ou 3 autres petits outils qui nous poussent aussi dans cette direction. Ensuite, mardi, tendance haussière, on l'avait en 12 heures, un Solana qui... Est-ce que je vous le montre? Je vous montre la fractale du Solana, si j'arrive à le faire rapidement. Non, je vous le ferai pour une autre vidéo, peut-être sur une vidéo spéciale relative au Solana, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur celui-ci, mais il est en train de nous refaire un schéma. Alors une fractale, je vais le traduire, c'est en gros un mouvement qui se répète, comme vous le savez, les patterns et les cycles se répètent, et une fractale, c'est une séquence de mouvements qui a déjà eu lieu dans le passé et qui montre des signes de calque, si vous voulez. Comme si on avait les mêmes déclencheurs qui allaient déclencher le même mouvement. Mais ça, on en reparlera, je pense, dans 2 semaines, parce qu'on arrive dans des zones intéressantes pour le Solana, mais on attend d'avoir un petit peu plus de visibilité sur le marché des altcoins avant d'aller plus loin sur le sujet. Qu'est-ce qu'on avait eu d'autre mardi? On avait aussi l'introduction des ETF crypto à Hong Kong, qui a été décevante avec des volumes qui étaient bien en deçà des attentes. Et mercredi, donc c'était hier, d'ailleurs on s'était arrêté là. On va zoomer un petit peu d'ailleurs là-dessus. On va passer en hourly ici. Donc rupture du support. Là on le voit, hein, je pense que c'est assez clair. Ensuite récupération des 57 000, donc une zone qui aurait pu offrir un support temporaire mais mineur. À savoir que les prochains supports, on est au moins à 53 000. D'ailleurs on l'avait annoncé en mars sur la chaîne. Et il faut aussi savoir que les marchés boursiers ont également chuté, donc on est dans une dynamique de marché où il nous faut attendre une stabilisation avant de passer bullish. Pour rappel, les marchés sont corrélés et décorrélés les uns contre les autres. À savoir que le Bitcoin fait partie d'une catégorie de classe d'actifs qu'on appelle les assets à risque, donc tout ce qui est actions, tout ce qui est options, tout ce qui est marché dérivé et crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle des marchés à risque, parce que c'est de la spéculation. Vous allez miser, c'est un très 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 mauvais choix de mots. Disons que vous allez spéculer soit à la hausse soit à la baisse, donc vous avez une chance accrue de perdre votre argent ou de gagner davantage d'argent suivant la tendance. Et on a aussi ce qu'on appelle les classes d'actifs qui sont dites sécuritaires, comme l'immobilier, comme le gold. Donc en général c'est des couvertures d'inflation, et ça va nous faire une excellente transition. Alors la Bitcoin dominance, on va en reparler juste après, mais la transition que je voulais vous donner, c'était au niveau du dollar index, parce que quand on parle de corrélation, on parle aussi de décorrélation, et tout ce qui est asset à risque est décorrélé de toutes les classes d'actifs qui ne sont pas à risque, donc à savoir aussi le dollar index qui est juste l'indice du dollar. Donc le dollar index, il nous met quand même une pression assez féroce, à savoir que lorsqu'on est bullish, pour vraiment le ramener à des termes qui sont simples et à une compréhension simple aussi, lorsqu'on est bullish sur le dollar index, tout ce qui est asset à risque est en danger et vice versa. En général, lorsque le dollar index est en souffrance, c'est là où on a tous les marchés des classes d'actifs qui sont les plus à risque, qui sont amenés à évoluer, qui sont amenés à s'apprécier, etc. Et comme vous pouvez le voir au 1er mai, là, on est sur des zones assez critiques du dollar index. Je ne vais pas vous faire une analyse complexe sur le dollar index. Ça nécessite de faire encore un autre format de vidéo très spécifique à toute la rotation sectorielle. Mais on est sur une résistance critique, en plus avec un momentum qui était très puissant. Mais on a eu aussi une petite divergence sur le RSI qui va nous laisser un petit peu souffler, mais qui vient aussi confirmer qu'en mai les marchés à risque sont plutôt calmes. Il suffit juste que
que le dollar index retrace sur son support, qui viennent récupérer les liquidités au moins à 104 points et qui derrière viennent combler l'imbalance qu'il a laissé ici. Et derrière tout ce qui est marché à risque, on va tous souffrir. Soyons clairs, mais on n'en est pas encore là, mais c'est important d'avoir cette information. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, c'est très simple, c'est le poids, l'impulsion du marché du Bitcoin par rapport au reste du marché crypto, à savoir les altcoins, les capitalisations les plus faibles, etc., etc. je pense que cette mèche est assez parlante, mais ce que ce graphique nous dit, alors en 4 heures vous allez rien voir, on va peut-être plutôt passer en daily. On est clairement sur une tendance haussière de la Bitcoin dominance, mais avec un risque de cassure à ce niveau-là. Donc c'est une question de temps, je pense, avant que la Bitcoin dominance s'inverse. Et prenez-le en considération, les alt seasons se déclenchent à partir du moment où la Bitcoin dominance perd de son impulsion, perd de son momentum. Et c'est à partir de là où vous nous verrez peut-être plus réactifs sur plusieurs signaux et peut-être sur plusieurs altcoins. On spécule pas sur le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est plus un indicateur de direction et de rotation sectorielle, encore une fois. Mais en amont, ça nous permet de savoir quand et où les altcoins seront réellement intéressants et on aura un petit peu moins de risques à spéculer sur les altcoins. Donc c'était ce que je voulais vous montrer. Et aussi aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas insisté dessus. Alors aujourd'hui, je vous le fais en quelques minutes, on va peut-être passer ici en 15 minutes. Donc 2 mai, donc là on a bien évidemment eu le déclenchement des 59 000 qui était une zone d'intérêt hyper puissante. On attend une réintégration, il faut absolument que cette réintégration tienne et qu'en gros le support qui a été cassé se retransforme en support, ce qui nous donnera un indicateur assez optimiste pour la suite. Donc il ne faut pas confirmer cette cassure, il ne faut pas refaire il faut pas qu'on réenclenche cette tendance baissière. Il faut qu'on garde notre floor price. D'ailleurs, depuis l'halving du Bitcoin, le floor price est autour des 55K. Si je dis pas de bêtises, et donc par extension on a une imbalance entre 44 et 59K. Donc cette zone, il faut impérativement qu'on la tienne. De toute façon, il n'est pas forcément logique qu'on vienne visiter plus bas que floor price, mais c'est quand même un risque à prendre en considération. Et je voulais vous montrer 2 autres petites choses, en espérant qu'on reste dans le timing. Donc déjà au niveau des actualités macroéconomiques. Alors si vous voulez, comme vous le savez, j'habite à Zurich, et ils nous font des analyses qui sont un petit peu plus poussées, qui sont en anglais, mais qui sont hyper précis. Si vous êtes intéressé, je vous enverrai le lien. Là, on est vraiment sur de l'analyse institutionnelle et très précise sur les marchés. Donc c'est à peu près ce que je vous ai synthétisé, mais vous avez aussi des graphiques avec la zone euro, avec les bonds, avec la zone du Japon, l'état du crédit au niveau américain, etc., etc. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à nous le partager. Et un autre petit truc que je voulais vous partager, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, le Bitcoin Rainbow Price Chart. Pardonnez mon accent. C'est en gros un indice assez visuel qui permet de nous donner une indication sur les zones de distribution et les zones d'accumulation. Et en gros, ce que nous dit le chart ici, une petite latence, donc c'est qu'on est sur des zones où, bien évidemment, c'est encore assez... alors, c'est traduit vulgairement en style cheap. En gros, on est encore sur des zones intéressantes d'achat. À partir plus on avance dans le rouge,
plus c'est des zones de vente et plus on est dans des couleurs de l'arc-en-ciel, hein, donc le bleu foncé, le vert, etc. On est sur des zones très intéressantes d'achat. Donc plus on est haut, c'est de la zone de vente, plus on est bas, c'est de la zone d'achat. Et je vous enverrai le lien aussi, je pense que c'est assez pertinent pour jauger du momentum de marché, parce que ce qui est difficile, surtout lorsqu'on investit sur les marchés de la crypto, c'est de ne pas faire attention au bruit ambiant. Et en général, plus la majorité est excitée et à même de vouloir investir, plus on est sur des zones de distribution. Et ça, c'est le genre de schéma d'indicateur assez neutre qui permet de donner la température de marché. Et je vais vous faire une dernière transition. Je fais un petit coucou à Antoine aussi d'ailleurs, qui nous fait tous les jours une synthèse du marché crypto qui est hyper pertinente. Donc ici on est au vert, on va peut-être aller sur celle du 1er mai parce que c'est le jour du coup de la publication de l'analyse. Et là, comme vous l'avez vu, on était sur un retracement de 7% pour le Bitcoin, de 5% pour l'Ethereum, avec un crypto Fear and Greed à 52, donc on est plus sur du médian, avec un top 24 heures sur le STRK et un top loser à moins 19%, donc un retracement de 19% pour la R, de 15% pour la O et de 12% pour le NEO. Et derrière ici vous avez donc l'ATH qui est à 73 000, une variation de 22% entre le prix actuel et l'ATH. Ici vous avez la même analyse au niveau de l'Ethereum et avec le top 10 qui se situe toujours avec le Bitcoin, l'Ethereum, l'USDT stablecoin, le BNB, donc BNB, le token de Binance pour lequel d'ailleurs on a eu Changpeng Zhao qui a écopé de 3 mois de prison, non 4 mois de prison ferme. Je vous laisserai du coup récupérer l'ensemble de l'information sur ce qui lui a été reproché. C'est juste une guerre commerciale, soyons clairs. Le Bitcoin, le marché de la crypto a besoin de régulation et d'enfermer Changpeng Zhao, donc 6Z, sur des valeurs un petit peu obsolètes de régulation de marché financier, ça fait aussi partie de la guerre commerciale et vous le verrez parmi la communauté, CZ il est quand même considéré comme un héros à beaucoup de niveaux. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère ne pas avoir trop débordé. Si bien évidemment vous avez des questions, des suggestions, des interrogations ou juste des réflexions, n'hésitez surtout pas. Peut-être clôturer sur la petite information intéressante, le fait que 2 avocats de la SEC ont dû démissionner après que l'agence ait été reconnue d'abus de pouvoir dans l'affaire crypto de Debtbox, et le candidat à l'élection présidentielle F. Kennedy qui a déclaré qu'il souhaitait mettre l'intégralité du budget américain sur la blockchain. Donc ça donne plutôt de belles indications pour la suite du marché des crypto-monnaies. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite une excellente fin ou début de journée, encore une fois selon l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos finances et à très bientôt.